Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence débat en ce jeudi matin 4 novembre 2021. Ici Karim Baldé, je suis journaliste notamment pour TV5 Monde et j'ai l'honneur d'animer ce débat autour de la question des quartiers sensibles notamment, avec ce thème aujourd'hui, comment filmer la banlieue entre fantasme et réalité. Une conférence organisée par Samara Facilities, représentée par Sarah Ouattara, sa chef, ici présente. Sarah, en deux mots, qu'est-ce que Samara Facilities? Alors, Samara Facility, c'était l'envie pour moi à ma manière et à mon niveau, de valoriser un territoire qui est la Seine-Saint-Denis. Et l'idée, c'était de fédérer le maximum de talents de ce territoire et de le mettre au service des entreprises. Et que ça soit à dessein professionnel ou comme aujourd'hui pour un échange, l'idée c'est toujours de lutter un peu contre les imaginaires, les idées reçues et les fantasmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur un épisode qui m'intéresse beaucoup et pour lequel je pense qu'il y aura beaucoup d'échanges et pour moi, ça cristallise pas mal de fantasmes, la banlieue, et c'est intéressant d'avoir cette table ronde-là. Sans plus attendre, on va commencer avec le premier thème. On va commencer d'abord avec le diagnostic. C'est quoi le problème avec la représentation des banlieues, des quartiers sensibles, comme on les appelle également, dans les médias? Laurence Lascari, vous avez créé donc de l'autre côté du périph', je cite, pour dépassionner les débats sur les quartiers populaires. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a un peu trop d'hystérie, de fantasmes autour de ces quartiers? Oui, et en fait, quand j'ai créé cette société, donc c'était il y a 13 ans, euh, c'était finalement la maturation d'une révolte aussi que je portais en moi. Donc moi, je suis originaire de Bobigny, et c'est vrai que dès le plus jeune âge, finalement, j'ai été confrontée aux stigmates de ma couleur de peau, de mon origine sociale et géographique. Euh, et, euh, et finalement, le diagnostic était assez simple. On souffre d'une part d'une absence de représentation, de visibilité. Donc, on va plus parler d'un point de vue statistique de représentativité, c'est-à-dire que on est présent dans la société et puis sur les écrans, on ne nous voit pas suffisamment. Et à l'époque, c'était vraiment pire. Et finalement, quand on a grandi comme moi dans les années 80, les seules personnes qui nous ressemblaient, qu'on voyait à la télévision, finalement, c'était dans des séries américaines. Euh, il y avait eu des petites tentatives, je pense à La Famille Ramdam, par exemple, qui était un peu un remake du Cosby Show à la française, mais ça restait extrêmement anecdotique. Donc il y avait ce problème de représentativité, et puis après, en termes de représentation, il y avait un gros souci puisque on était davantage représenté dans la rubrique faits divers que comment dire, dans des récits à portée universelle et qui auraient la capacité d'inspirer, ou à minima en tout cas que tout un chacun puisse s'identifier au personnage. Et, euh, et donc c'est face à tous ces constats-là que quand j'ai eu l'envie et que je me suis sentie prête pour créer ma société de production, je me suis dit, bah voilà, on va s'attaquer à ça et on va aller chercher des talents qui eux-mêmes sont issus de ces marges, puisqu'il y a vraiment une notion aussi de portes qui sont fermées pour certains talents et certains professionnels. Et on va raconter ces histoires qu'on voit peu, qui ont la capacité d'inspirer tout le monde, et on le voit avec des gros succès populaires. Enfin, je vais pas tous les nommer, mais si on pense à Intouchable, qui est quand même le plus gros succès, qui a mis Omar Sy sur la première marche du podium, et puis il y en a énormément d'autres. Euh, on voit bien aussi qu'il y a un public pour ces histoires, donc il faut aller les chercher et il faut comment dire, les mettre dans l'air du temps, faire en sorte que ça soit inscrit dans le patrimoine français, tout simplement.
aller chercher ces histoires, c'est effectivement une donnée fondamentale parce que quand on trace un peu l'historique, et vous en avez un peu parlé, c'est vrai que souvent il y a une image négative des banlieues, surtout des jeunes. Thomas Guénolé, justement, est-ce que vous pouvez un peu planter le décor de l'historique en termes de cinéma, justement, de ces œuvres qui ont traité de la banlieue et comment vous percevez cela? Alors, il faut juste que vous activez votre micro, Monsieur Guénolé, et comme ça, on pourra vous entendre Je parfaitement. l'avais enlevé pour éviter les bruits parasites pendant l'expression de Laurence. Alors, 1994, c'est une date charnière du cinéma français sur les jeunes de banlieue. Pourquoi? Parce que 1994, c'est La haine de Kassovitz. Alors, on peut considérer que c'est un film d'utilité publique parce qu'il a fait une description plutôt fidèle, non pas des jeunes de banlieue, mais des bandes de jeunes de banlieue délinquants. Et il a fait un inventaire assez complet des interactions entre ces bandes et le reste de la société française. Le film est d'ailleurs construit comme ça. Et presque toutes ces interactions dégénèrent. La démarche, donc, du coup, est intéressante. Mais il y a eu deux conséquences négatives. La première, pas voulue par Kassovitz, c'est pas le sujet, hein, mais deux conséquences négatives. D'abord, Vince et ses deux acolytes sont devenus, pour toute la France hors banlieue, l'image fidèle de tous les jeunes de banlieue. Du coup, il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent qu'un jeune de banlieue normal dit « y va » tous les 3 mots, comme dans le film. Alors que ça fait des années que les jeunes de banlieue ne disent plus « y va ». Je crois que ça fait au moins une quinzaine d'années, si ce n'est plus. Et par exemple, les jeunes de banlieue des Guignols de l'Info, si vous regardez à l'époque, les 3 marionnettes sont des copier-coller en fait de La haine. Et donc, ça devient les jeunes de banlieue pour le grand public. Et puis après cet énorme succès de La haine, il y a eu la naissance d'une sorte de sous-genre du cinéma français qui est le cinéma de clichés sur les jeunes de banlieue. C'est-à-dire que presque tous les films du cinéma français sur les jeunes de banlieue répètent ce préjugé: jeunes de banlieue égale délinquance plus violence. Alors je vous l'affirme, ce serait mieux que je vous le prouve. Donc je vais vous donner une liste qui n'est malheureusement pas complète parce qu'il faudrait, à mon avis, au moins 1 heure uniquement pour lister les films, mais ça vous donnera une bonne idée du problème. Et je vous garde pour la fin les 3 pires. Et là-dessus, on aura peut-être un désaccord avec Laurence, c'est que j'ai détesté Intouchable, mais j'expliquerai pourquoi. Alors, Rail, 1995, de Thomas Gilou, un jeune de banlieue essaye d'échapper au trafic de drogue dans sa cité. Donc, délinquance. Ma cité va craquer, 96, de Jean-François Richer, c'est sur la violence quotidienne de quelques jeunes d'une cité. Petit frère, 99, de Jacques Doyon, un petit groupe de gamins de banlieue vole la chienne d'une adolescente fugueuse qu'ils hébergeaient. Donc, ce sont des voleurs. La Squale 2000 de Fabrice Genestal, Désirée, qui est la fille du caïd de sa cité, décide de séduire Toussaint, un chef de bande qui aime les viols collectifs. Donc, vous voyez l'ambiance. Ouais. Yamakasi d'Ariel Zetoun en 2001, des jeunes de banlieue virtuoses du parcours se lancent dans un cambriolage. Fais-moi des vacances 2002 de Didier Bivel, 2 jeunes de banlieue partent en vacances. Alors, comment ils font? Ils s'introduisent par effraction dans la caravane d'une famille de vacanciers. Banlieue 13, beaucoup plus connu, et Banlieue 13 Ultimatum, donc de Pierre Morel dans un cas et de Patrick Alessandrin dans l'autre. Les banlieues pauvres autour de Paris sont carrément devenues des ghettos urbains directement gouvernés par des gangs et séparés de la capitale par un mur d'isolement. Zimanco de Pierre Jolivet, des jeunes de banlieue produisent de plus en plus de faux papiers, diplômes, permis, etc., pour réussir à décrocher un emploi. The Film de Guy Jacques, 3 jeunes de banlieue parviennent à tenter de tourner un film. Alors comment ils ont fait? Il y en a un qui a volé un camion de matériel. Camping à la ferme de Jean-Pierre Sinapi, c'est sur le choc des cultures à la campagne, quand des jeunes de banlieue viennent à la campagne. Pourquoi? Parce qu'ils ont été condamnés à des travaux d'intérêt général. Donc on a encore des délinquants. Ne le dit à personne de Guillaume Canet, le héros accusé à tort d'un crime se réfugie en banlieue pour fuir la police, et le personnage de banlieue qui lui file un coup de main, il fait quoi dans la vie? Il est trafiquant. Des poupées et des anges, une jeune de banlieue tombe dans l'engrenage de la prostitution après avoir été victime d'un père violent. Tête de Turc de Pascal Elbé, le déclencheur, c'est des jeunes de banlieue qui brûlent la voiture d'un médecin urgentiste. Fracture d'Alain Tasma, une jeune prof, alors là c'est un concentré de clichés. Une jeune prof arrive dans un collège de banlieue. Alors, le collège de banlieue, c'est trafic de drogue, affrontement entre bandes et police, communautarisme. Elle essaye de sortir de tout ça un collégien qui est doué pour le dessin, mais il va quand même tomber dans la délinquance. Monsieur Guénolé, justement, avec toute cette liste-là que vous dressez, et justement, c'est une vision très négative. Si on fait le bilan un peu de votre rétrospective cinéma, ça a toujours été une image voilà, de délinquants, de trafiquants ou de personnes à connotation négative, finalement, si je résume. Oui, tout à fait. Et même les films qui sont considérés comme des plus gros succès,
ou des choses positives, en fait, quand on gratte, posent des gros problèmes au sens où ça véhicule et installe des clichés. Intouchable d'Olivier Nakache et Eric Toledano, c'est construit sur un choc des cultures entre un très riche paralytique et un jeune de banlieue. Et ils vont s'aider l'un l'autre à se transformer. Et ça a l'air d'être une rencontre et un équilibre, une harmonie entre deux parias dans leur milieu respectif. Sauf que c'est construit en fait sur un faux équilibre. Ce que je veux dire par là, c'est que d'un côté, le personnage de François Cluzet, si vous regardez bien, il ne commet aucun délit et il n'a aucune tare sociale. C'est juste une victime de préjugés et de relégation. Pendant ce temps-là, le personnage d'Omar Sy, lui, il collectionne les tares sociales, voire les faits de délinquance. Si vous regardez bien le jeune de banlieue joué par Omar Sy, c'est un fraudeur aux allocations de chômage, c'est un voleur, c'est un drogué, c'est un dragueur lourd, c'est un homophobe. Il danse bien. Et là, on est dans le cliché du « les Noirs ont le rythme dans la peau ». J'aurais jamais cru qu'on oserait faire un truc pareil au XXIe siècle. Et accessoirement, son petit frère rejoint un gang de trafiquants pendant le film. Et je crois que ce sont les mêmes producteurs, mais je ne suis pas sûr, ça c'est à vérifier. La vie en grand, en 2015, de Mathieu Vadepied. Les héros, c'est deux jeunes collégiens de banlieue. Eh bien, tout l'enjeu du film, c'est, bonjour le cliché, est-ce qu'ils vont choisir de bien travailler à l'école ou de devenir dealers de shit? Et je vous en ai gardé un dernier pour la route. 2018, Au bout des doigts, de Ludovic Bernard. Le héros est un jeune de banlieue délinquant et cambrioleur, mais en fait, il est doué pour le piano. Et donc, le film, c'est des gens des centres-villes qui vont le reprendre en main pour en faire un pianiste des centres-villes. Donc là, on est carrément dans le cliché de la rééducation du jeune de banlieue pour qu'il arrête d'être un délinquant parce qu'il est forcément délinquant et il va devenir quelqu'un de propre sur lui, fréquentable. Ouais, et justement, Laurence Lascari, je vous redonne la parole. Vous avez parlé d'Intouchable qui avait été un succès. Déjà, qu'est-ce que vous... Je ne sais pas, c'est une réponse apportée à ce qu'a dit Thomas Guénolé, mais quand on voit la liste, effectivement, c'est plus basé sur le cliché. Et ma deuxième question, c'est de savoir, vous, concrètement, en tant que productrice, selon vous, quels sont les fantasmes à combattre, alors, à la fois sur le fond, dans le scénario, mais également dans tout ce qui accompagne un film, c'est-à-dire le casting, la mise en scène, le scénario. Comment faire, justement, pour éviter de tomber dans les clichés? Alors, j'ai rien à ajouter à la liste très accablante qu'a fait Thomas. Ça m'a un peu, ça m'a un peu plombé pour tout dire parce que je me dis, oh là là, il y a encore du boulot, mais voilà, moi ce que je peux simplement dire, c'est que j'ai repéré une dizaine de bons films, si ça vous rassure. On en parlera. Je suis responsable et ne peux répondre que des films que j'ai produits. Bien sûr. Et après, en fait, j'ai toujours un peu de difficulté aujourd'hui. Quand j'ai démarré, j'avais peut-être un autre avis, mais c'est vrai que j'ai un peu toujours du mal à critiquer le travail des autres parce que je sais aussi que c'est pas facile. Maintenant, moi, je connais mon exigence sur mes films, les films que je produis et les documentaires. Donc, je ferai toujours en sorte d'être vigilante, de ne pas tomber dans les écueils et au contraire d'aller chercher l'universel. Et finalement, moi, je dirais que j'ai pas de problème à ce qu'on mette en scène, je sais pas, quelqu'un qui va être délinquant à partir du moment où c'est intéressant. Enfin, moi, j'aime beaucoup des films de gangsters, des films de mafia. C'est des choses qui me plaisent en tant que spectatrice, donc j'ai pas de problème avec ça. Là où ça devient problématique, c'est quand on est que dans ce registre-là. Et c'est bien ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de complexité, il n'y a pas de pluralité de récits et on est toujours dans les mêmes clichés, dans les mêmes poncifs. Et justement, en termes de casting, par exemple, parfois, c'est vrai qu'on reproche à certains à ce cinéma de caster forcément des jeunes de banlieue. Vous, comment vous faites, vous, concrètement, pour éviter de tomber dans ces écueils-là quand vous racontez des histoires qui ont attrait au quartier difficile? Pour moi, il y a un enjeu essentiel, c'est fondamental, c'est qui tient le stylo, qui écrit l'histoire. À partir de là, on va déjà pouvoir éviter un certain nombre de faux pas sur les représentations parce qu'on ne sera plus dans le fantasme, mais on sera dans de l'authenticité. Moi, c'est vraiment ce que je recherche dans tout ce que je fais, c'est d'apporter cette authenticité-là. Et donc, qui tient le stylo, c'est la question quasiment la plus importante pour moi. Et puis ensuite, on n'est pas à l'abri, personne n'est à l'abri de facilité. Même avec les meilleures intentions, on peut se tromper, on peut être soi-même porteur de préjugés parce que c'est vraiment quelque chose qui est bien partagé aussi dans la société. On nous bourre le crâne aussi toute la journée. Enfin, quand on regarde je sais pas, les informations, on regarde la télévision, on lit la presse, enfin, les clichés, les représentations sont vraiment partout. Mais quand, en tant que créateur,
de films, de contenu, etc., on a une responsabilité puisqu'on va créer des représentations. Et une des clés, pour moi, c'est vraiment être à l'écoute, être humble et agile, c'est-à-dire qu'à quelle que soit l'étape, on peut revenir en arrière sur ce qui avait été écrit pour changer des choses. Ouais, et voilà, être dans un dialogue. Voilà, dans un dialogue. Très bien. Thomas Guénolé, on a parlé du négatif, alors on ne va pas trop plomber l'ambiance autour de cette liste à carte blanche. Alors, est-ce que vous avez des exceptions quand même de films qui ont traité de manière plus positive la banlieue, ou les banlieues, parce que la banlieue, c'est un peu réducteur, mais les quartiers sensibles d'une manière plus globale? Alors, comment dire, quand on dit quartier sensible pour parler des banlieues, moi, ce qui m'embête, mais là, c'est la déformation du fait d'avoir écrit le bouquin que vous mentionniez, Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants, c'est-à-dire que dans les banlieues, il y a des banlieues pauvres, et dans les banlieues pauvres, il y a une minorité de quartiers dangereux, parce que c'est ça que ça veut dire quartier sensible, et donc faire le lien d'égalité banlieue égale quartier sensible, en fait, les réduit à l'insécurité, alors que moi, par exemple, je vis par choix dans une banlieue pauvre où il n'y a pas de problème d'insécurité. Donc, premier élément, les banlieues, on peut dire quartier urbain pauvre, comme expression synonyme quand on veut varier. Mais quartier sensible, c'est une minorité en réalité. Par ailleurs, oui, il y a des exceptions. Je dois simplement dire par honnêteté intellectuelle que le rapport est d'à peu près 90-10. C'est-à-dire que pour 90 films qui répètent les clichés que j'évoquais tout à l'heure, vous en avez 10 qui vont faire autre chose. Donc, je vais vous parler de mes deux préférés, et puis si vous le souhaitez, je vous en citerai d'autres. Hein. Je m'empresse de préciser que je n'ai pas vu l'Ascension, donc je n'ai pas dans mon classement. J'allais dire, j'espère qu'il y a l'Ascension. je ne l'ai pas vu. Donc on parle de l'Ascension, donc ne vous en faites pas. On s'en occupe. C'est une histoire emblématique du 9-3, il fallait le voir. Il faut le voir. Mais en fait, en vous écoutant parler de votre démarche de productrice, en fait, je vais le regarder. Ah, merci. Ça fait partie des choses que je vais faire ce week-end. Mais qu'il ne sera pas dans la liste noire. On va voir. Mais en tout cas, mes deux préférés, effectivement, il y en a un, c'est... Alors, ce sont deux films assez anciens, hein, c'est ça qui est inquiétant. C'est que ce n'est pas des films récents. Il y en a un, c'est L'Esquive d'Abdelatif Kechiche, en 2004. Pourquoi ? Parce que c'est un groupe de jeunes de banlieue qui répètent une pièce de théâtre, qui est une pièce de théâtre de Marivaux. Donc, on est sur quelque chose qui n'existe pas comme récit habituel dans le cinéma. Et il y a un renversement des rôles que je trouve passionnant, c'est que ce sont des jeunes de banlieue, des collégiens ou des lycéens, je ne sais plus, je l'ai vu il y a longtemps, qui s'approprient la langue du théâtre classique français comme étant la leur, puisqu'ils sont français, et ça, c'est totalement inattendu. Ils n'attendent pas la permission d'être français, vous voyez, et d'être propriétaires de cette culture, et ça, c'est génial. Et il y a un renversement des rôles pendant tout le film, c'est que, je vous donne un exemple, à un moment, il y a des policiers qui leur tombent dessus parce qu'ils sont en train de répéter dans un local qui n'est pas à eux. Et quand les policiers les chopent, ils refusent de croire que ces jeunes sont en train de répéter une pièce de théâtre. Pour les flics, c'est pas possible. Et donc, on est dans un renversement de stigmates et dans un renversement de préjugés que je trouve très intéressant et très constructif en réalité. Et l'autre exemple, c'est Entre les murs de Laurent Canté en 2008, où là, on est sur, entre un prof de ZEP et ses élèves jeunes de banlieue, on est sur en fait les préjugés mutuels, les incompréhensions, les conflits, les tentatives de dialoguer. Et c'est intéressant de voir la difficulté à se comprendre, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les gentils et les méchants, on est sur un problème de préjugés mutuels dans une même classe où il y a deux milieux qui se rencontrent à travers cette construction. Donc moi, je trouvais ça très, très intéressant, mais il y en a plein d'autres. Hein. Enfin, plein d'autres. Non, il n'y en a pas plein, mais il y en a plusieurs autres. Par exemple, Le ciel, les oiseaux et ta mère de Jaben Ben Salah, mais ça, c'est il y a 20 ans hein, quand même. Hein. 4 jeunes de banlieue partent en vacances à Biarritz. Là, le décalage comique, il est juste sur le décalage entre la banlieue et Biarritz. Comme un aimant de Kamel Saleh et Akhenaton, c'est un film sur le... C'est très courageux d'avoir fait ça. C'est un film entièrement sur le problème du spleen des jeunes de banlieue, c'est-à-dire le problème de l'ennui dans les cités. Et puis, vous avez des trucs plus marrants, mais qui ne sont pas dans les clichés. C'est Les Caïras, par exemple, de Franck Gastambide. C'est sur 3 jeunes de banlieue qui ne sont pas des délinquants, c'est juste des losers sympathiques, si vous voulez. Et ce qu'ils essayent de faire, c'est de se lancer dans le cinéma porno. Donc, on est plus sur des mecs qui font un peu n'importe quoi. Et donc, c'est marrant parce qu'ils font un peu n'importe quoi dans leur démarche, mais on n'est pas dans la répétition des clichés dont on a l'habitude. Ouais. Y a des films plus sociaux aussi. Hein, je vous en donne un pour la route. Rangen de Rachid Jaidani. C'est pas sur délinquance, criminalité, etc. C'est sur le tabou du mariage entre Noirs et Arabes en banlieue. Donc,
Donc, on voit que justement, quand ça porte à des thèmes plus sociétaux, peut-être, ou plus légers dans le cas des Kaira, voilà, on peut éviter également de C'est tomber ça, c'est dans exactement ce ça. piège. C'est-à-dire qu'il y a un genre qui est le film social où il y a des exceptions, Mm. et puis il y a un genre qui est la comédie quand on fait l'effort de ne pas faire une comédie comme Intouchable qui ressasse les mêmes clichés de caricature du jeune de banlieue du niveau Yabon quoi. D'accord, ça marche. Alors, avant d'enchaîner dans cette conversation, je vais donner la parole à Samira Msirdi. Vous qui êtes sur le terrain au Blanc-Ménil, quand vous voyez justement des œuvres, notamment cinématographiques ou même dans les médias, est-ce que vous avez souvent l'impression que ça tombe dans les clichés ou bien vous vous dites qu'il y a peut-être un espoir que ça s'améliore avec le temps? Ah, il faut juste activer votre micro pour le coup et on pourra vous entendre. C'est difficile de prendre l'habitude. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, je vois qu'elle essaie de l'activer. Alors, j'espère que. Oui, tu Voilà. m'entends? Oui, je vous entends parfaitement. Oui, alors on parle des clichés, donc là on a vraiment ponctué sur la partie cinéma, vous l'avez bien décrit. Alors moi c'est plutôt, je vais vous parler de l'expérience terrain qu'on a pu faire nous par rapport à nos actions dans les quartiers, plus précisément aussi au Blanc-Ménil. On a été confrontés, justement, on souhaitait valoriser les actions qu'on menait, valoriser aussi nos jeunes et nos mamans sur nos actions. Et puis, on a été confrontés à des personnes sur lesquelles, des journalistes, hein, qui avaient déjà en arrivant leur scénario déjà construit. Donc, tout à l'heure, Laurence parlait justement de cette écriture, de la personne qui tient le stylo. Alors nous, on est là, on tient l'actualité, on tient ce qui se passe dans le quartier, on souhaite faire passer une information, mais du coup, on ne tient plus rien, puisque c'est eux qui communiquent pour nous et c'est eux qui souhaitent transformer ou modifier un message qu'on a envie de communiquer. Alors moi, j'étais surprise parce que c'était tout nouveau pour moi. Hein. Je suis pas très je suis pas très réseau, je suis pas très non plus journaux ni médias. Et puis là, on a reçu un journaliste, hein, je vous explique, je vous raconte, il vient. Donc l'idée, c'était de communiquer sur justement les actions de ces jeunes qui nous accompagnent et qui nous aident sur le terrain sur la période Covid, sur la distribution de colis alimentaires. Donc on les accueille gentiment au centre social, on échange avec eux, on attend nos colis sur le quartier pour pouvoir les distribuer. Et alors, comme les colis tardaient un peu à arriver, on a dit aux jeunes, écoutez, en attendant, allez jouer au foot. Mm. Et là, on a le journaliste qui dit, oh là là, ils vont aller nous péter des carreaux. Je dis, bon, alors déjà, premier échange un peu bizarre, ça passe. Ensuite, on a nos deux jeunes collégiens hein, qui nous aident régulièrement sur la distribution et qui expliquent aux journalistes et à la personne qui était là pour filmer leur investissement, leur intérêt à distribuer justement ces colis aux personnes âgées, etc., la précaution justement des gestes sanitaires, etc. Et puis là, le journaliste, d'un coup, il dit, mais ça va, il s'exprime bien. Et t'es surpris. Mais là, je me dis, mais... Alors moi, je découvrais. Hein. Je me suis dit, donc soit il est complètement barré, le gars, je ne sais pas ce qu'il a pris avant d'arriver. Et puis, on rentre dans le cœur de la cité, donc quartier sud du Blanc-Ménil. Puis là, il est émerveillé, puis il me dit, ça va, c'est super sympa, ça fait petit village. Vous êtes bien là. Bon, là, je me suis dit, décalage absolu. Le gars, il n'a rien compris. Il est arrivé avec ses idées préconçues. Il avait déjà, lui, schématisé un peu comment il souhaitait nous manipuler aussi sur le terrain, parce qu'il avait déjà sa petite mise en scène avec les jeunes, vous faites ceci comme ça, etc. Donc, rien n'était vraiment dans le spontané comme on l'est, nous, sur le terrain quand on échange et quand on distribue. Et puis, pour la petite histoire, alors là, c'était cet été, une journaliste qu'on avait sollicitée. Alors, on est un petit peu mal tombé puisque l'événement, la masterclass sur laquelle on travaillait tombait en plein Festival de Cannes, plus Roland-Garros, plus les élections, donc le plus. Beaucoup d'actu en même temps, oui. Beaucoup d'actu, donc notre petite actu à nous n'avait pas non plus beaucoup d'importance. Et donc, on accueille la journaliste, on discute 2 heures avec elle, etc. Donc, je la laisse échanger avec les mamans, puisque l'idée, c'était que les mamans, les femmes, puissent retranscrire ce qu'elles vivaient à travers ce projet et à travers aussi les actions de l'association.
Et là, le choc absolu. Alors, on attendait tous les jours la parution dans le journal. On s'est dit, quand est-ce qu'il sort? Mais alors, il n'aurait jamais dû sortir l'article. Mais complètement à la marge de la réalité. Qu'est-ce qui était en décalage justement entre ce que le ressenti terrain et ce que mais j'ai vu c'était au final? très réducteur, c'est-à-dire qu'on avait des mamans, puisque nous on valorise le savoir-faire, donc des mamans dans un quartier populaire, et l'idée c'était de les faire monter en gamme et en technicité à travers tout un programme de formation qu'on avait mis en place, financé par la politique de la ville. Elle a réduit tout ce qu'on a fait de la moutarde à l'ancienne, donc les mamans étaient heureuses de découvrir la moutarde à l'ancienne, que du coup, pour ces femmes illettrées, alors c'est un mot qu'on n'a jamais employé et qui m'a été attribué en tant que présidente de l'association, mais nul l'article. Mais quand je dis nul, avec un grand N, et quand je l'ai appelée pour lui dire, écoute, c'est vachement réducteur, je ne m'attendais pas du tout à ça, elle m'a dit, mais bon, en gros, je devrais être contente puisqu'elle l'a fait. Donc, je lui ai dit, j'aurais préféré que tu ne le fasses rien, en fin de compte. Parce que gentil, ce n'est pas un métier. Et puis, soit tu es journaliste, soit tu ne l'es pas. Et j'ai l'impression, pour avoir échangé aussi avec d'autres personnes qui ont eu aussi les mêmes mésaventures que nous, c'est que c'est souvent produit et reproduit. C'est-à-dire que les personnes ont beau venir, ont beau vous poser 10 000 questions. Moi, j'ai même découvert que j'avais une maman turque dans le groupe. Je découvre des trucs dans l'article. Des pâtisseries que je n'ai pas goûtées, que je n'ai jamais vues. Bon, voilà. Donc, c'est vraiment... Elle est venue de cette petite province, elle est venue nous rencontrer dans le 93. C'était un peu la récréation du moment parce que du coup, il n'y avait peut-être personne à mettre sur cet événement-là à ce moment-là. Mais si on est toujours réduit à de la médiocrité, si on est toujours réduit à pas du tout ce qui se passe réellement et concrètement chez nous dans nos quartiers, j'ai juste envie de dire, laissons la place aux gens de terrain, laissons la place à tous ces jeunes qui aimeraient peut-être s'exprimer dans le cinéma, dans le journalisme, etc., pour retranscrire réellement la vraie vérité de ce qu'on vit, ne pas non plus la transformer et faire en sorte que là, le journaliste était surpris qu'il n'y avait pas de voiture qui crame quand il vient à Blanc-Ménil, par exemple. Ouais. En tout cas, ce cas, l'exemple que vous racontez est édifiant et ça me permet de faire la transition avec la deuxième partie de ce débat qui porte sur peut-être les codes qu'on peut apporter justement, soit nous, banlieusards, parce que moi-même, j'habite en région parisienne, pour parler des invisibles. Alors, je mets de grandes guillemets au terme invisible, mais ceux qu'on ne voit pas forcément dans les médias grand public. Avant cela, un petit rappel, n'hésitez pas à poser vos questions également sur le fil de discussion sur Zoom ou sur Facebook. On retranscrira avec l'aide de Sarah dans quelques minutes vos questions. Mais justement sur ces codes, et je m'adresse de nouveau à Laurence Lascari, ce que disait Samira est intéressant par rapport au fait que peut-être qu'il faudrait qu'il y ait plus de personnes du terrain qui parlent du terrain. En termes de cinéma, ou de fiction même plus généralement, selon vous, pour aller franco, est-ce que seuls les banlieusards peuvent parler de la banlieue sans tomber dans les clichés? Alors, est-ce que vous pouvez juste me répéter la question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je disais que ce que nous racontait Samira tout à l'heure sur le fait que peut-être qu'il faudrait qu'il y ait plus de gens du terrain, plus de personnes qui ont connu ces réalités-là, puissent parler de ça à la télévision, dans les médias ou dans le cinéma. C'est peut-être l'une des clés justement pour éviter de tomber dans les clichés. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, même dans le cinéma, seuls les banlieusards peuvent raconter au mieux ce qui se passe dans les banlieues? Pour un peu schématiser ma question. Oui, personne. Enfin, c'est pour parler d'une expérience, la personne la mieux placée pour la restituer est celle qui l'a vécue. Ça me paraît tellement évident de dire ça. Donc oui, les banlieusards sont les mieux placés pour parler de ce que c'est qu'une expérience de banlieusard. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les banlieusards qui peuvent parler de la banlieue. Et si vous vous rappelez, tout à l'heure, je parlais d'humilité. Je pense que quand on est extérieur à un univers, à une culture, faire preuve d'humilité, c'est se renseigner, interviewer des gens, discuter, dialoguer, voilà. Venir non pas en voulant plaquer ces représentations sur une réalité, mais plutôt voilà, être à l'écoute, être prêt à faire évoluer sa vision, etc.
Et Alors, justement, si je peux me permettre, oui, bon, allez-y, excuse-moi, Karim, Seigneur, si je peux me permettre. je vous en prie. Alors, il n'y a pas que les banlieusards qui peuvent parler de la banlieue, à mon sens, mais de s'y intéresser réellement, de venir en immersion, de rencontrer les gens, d'échanger, de partager, et non pas venir 3 minutes pour raconter toute une vie de tout un quartier ou de toute une population. C'est pas possible. Je crois avoir dit la même chose. Ouais. Bon, vous êtes toutes les deux d'accord. Oui, Thomas Guénolé. Excusez-moi, si je peux juste compléter là-dessus. Et puis sur le thème que Samira a abordé préalablement. Alors, déjà, sur la question qui peut parler des banlieues sur journalisme, cinéma, bouquins, etc. Je voudrais vraiment aller dans le sens de ce qu'a dit Laurence, c'est-à-dire que quand il s'agit de témoignages, par définition, on ne peut témoigner que de ce qu'on a soi-même vécu. Et donc, quand on est dans le registre du témoignage, seuls les jeunes de banlieue peuvent parler pour les jeunes de banlieue. Il faut être très clair là-dessus. Quand on parle de cinéma et de journalisme, là, par contre, par définition, dans un cas, on est sur un travail d'information et dans l'autre, on est sur une démarche artistique. Dans ce cas-là, bien sûr, tout le monde peut le faire. Mais, comment dire, en faisant attention. Et donc, pour moi, il y a 2 points d'alerte. D'abord, il faut se renseigner au sens se documenter, au sens ce que disait Samira sur l'immersion. Moi, quand j'ai fait mon bouquin « Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants ?», je n'habitais pas encore moi-même en banlieue. Donc, il a fallu que j'aille faire beaucoup de terrain. Et en fait, si je n'avais pas fait du terrain, j'aurais écrit plusieurs choses qui étaient fausses parce que une fois que vous êtes sur le terrain, vous constatez qu'il y a des choses. Par exemple, je vous prends un exemple. Il y a une image ambiante, il y a une réputation ambiante du jeune de banlieue masculin, c'est un cliché du sauvage sursexualisé, c'est que le jeune de banlieue a une sexualité débordante, délirante, sauvage, c'est un violeur collectif, etc., etc. Et moi, en allant me renseigner dans un certain nombre de quartiers, ce que j'ai constaté, c'est un problème de misère sexuelle en réalité. Le contraire de ce qu'on raconte, et si je n'étais pas allé sur le terrain, j'aurais jamais été au courant qu'il y a un certain nombre de territoires pauvres dans lesquels, au contraire, il y a un colossal problème de frustration et de blocage dans les relations entre garçons et filles, ou entre garçons et filles par rapport à la sexualité. Ça suppose donc d'aller sur le terrain et donc d'avoir cette humilité dont parle Laurence. Et puis le deuxième élément, c'est fondamental, c'est d'avoir des jeunes de banlieue dans votre équipe, que ce soit au cinéma ou au journalisme, mais encore faut-il les écouter, c'est-à-dire que il y a eu des tentatives dans des grands médias, France 2 par exemple, pour ne pas les nommer, il y a quelques années, pour faire rentrer des jeunes de banlieue dans les équipes qui couvraient les banlieues. Sauf que derrière, ils témoignent dans un certain nombre d'enquêtes de sociologie en disant non seulement on ne m'écoutait pas, mais ensuite on me commandait des reportages où la commande était déjà dès le départ posée en reproduisant des clichés et des biais. Et là-dessus, par rapport à ce que décrivait Samira, moi je ne l'ai pas étudié du côté les banlieues reçoivent les journalistes, mais je l'ai étudié sur le fonctionnement des rédactions, donc dans l'autre côté de la muraille. Et en fait, il y a en gros 4 problèmes. Le premier, c'est l'effet de loupe, c'est que les journalistes ont tendance, quand ils sont en reportage dans les banlieues, à zoomer sur des trucs qui sont choquants, et donc à ne pas voir d'autres sujets qui seraient moins spectaculaires. C'est un premier biais. Donc une bagnole qui brûle aura tout de suite plus d'importance que la galère de plusieurs milliers de mères célibataires, par exemple. Le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec leurs clichés et donc ils sont daltoniens, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas telle ou telle chose à cause de leurs préjugés, ou alors quand ils voient tel truc, ils le voient forcément de telle manière parce qu'ils ont déjà des lunettes déformantes. Il y a un problème plus grave qui est celui des fixeurs. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Oui, les fixeurs, pour expliquer d'un mot, puisque moi-même je suis dans le métier, fixeur, c'est la personne qui va être sur le terrain, ça peut être en France, ça peut être à l'étranger, qui va aider les journalistes à rencontrer les habitants sur place. Voilà, je suis un court résumé. Voilà, et ce qui est vraiment malsain là-dedans, il y a 2 choses. C'est le premier, c'est que c'est vraiment une logique de casting. C'est-à-dire que le journaliste arrive, va voir son fixeur et lui dit donne-moi du dealer, donne-moi de la maman africaine avec un costume exubérant, donne-moi ceci, cela. Et donc, on est dans un reportage construit comme une émission de télé-réalité du genre Les Marseillais, quoi. Donc, il y a un vrai problème. Et en plus de ça, c'est quand même malsain en soi de considérer que c'est des journalistes qui sont tellement pas à l'aise avec ces territoires français, qu'ils utilisent des méthodes qui viennent en réalité, vous le mentionnez, vous y faisiez allusion, les fixeurs, c'est pour le journalisme de reportage de guerre, dans des zones de conflit. Donc c'est délirant en réalité. Et puis le dernier élément là-dessus, c'est que si vous voulez, l'approche saine, en théorie, du journalisme d'information par le terrain, c'est vous envoyez les journalistes sur le terrain, vous allez voir des associations comme celle de Samira, et vous recueillez l'information, et puis vous allez voir votre chef, et vous lui dites, voilà ce que j'ai ramené. Et après, la rédaction fait son tri en fonction de sa ligne éditoriale. Mais le fonctionnement normal, c'est pas ça dans la réalité. Dans la réalité, c'est
La hiérarchie dit « ramène-moi telle information que tu vas aller chercher ». Et donc, quand vous allez sur le terrain, vous savez déjà, vos journalistes, ce que vous devez rapporter pour satisfaire votre hiérarchie. D'où le biais auquel Samira a été confrontée sur le terrain. C'est pour ça le journaliste, en fait, obéit à des ordres qui correspondent aux préjugés de la hiérarchie, qui correspondent aux attentes du public pour le conforter dans ses préjugés. Donc, il y a un problème qu'on ne souligne pas assez. Le problème fondamental, c'est les préjugés du public. Et c'est pareil avec le cinéma. Pour faire beaucoup de ventes de billets de cinéma et beaucoup de ventes de films, DVD, etc., de plateformes de téléchargement, vous devez conforter la grande masse du public des centres-villes dans ses propres préjugés sur les jeunes de banlieue. Et je pense qu'un des problèmes, c'est ça. C'est que le serpent se mord la queue. Ouais, effectivement, et c'est vrai que pour parler du journalisme, et moi-même qui ai travaillé à France 2, c'est vrai qu'entre ce que nous, on peut recueillir sur le terrain et la vision du rédacteur en chef, parce que c'est lui qui tient le stylo, pour reprendre ce que dit Laurence Lascari dans les médias, c'est vrai qu'il y a une différence, et parfois, il préfère qu'on se conforte à ce qu'eux pensent, plutôt à ce que le reporter voit. Mais lui-même, ce n'est pas de la manipulation, il est otage de son propre public. C'est ça qui est important à comprendre. Oui. On a un problème de manque de prise de risque, en fait, du côté des hiérarchies médiatiques et du côté des producteurs de cinéma. Il y a un problème de manque de prise de risque. On va préférer, c'est pas de la méchanceté, c'est pas un complot, c'est juste, on va préférer jouer la sécurité en construisant des reportages ou des films qui confortent la grande masse du public dans leurs préjugés, et comme ça, on va faire de l'audience. À mon avis, le problème central, c'est ça. Ouais. Alors ça, c'est pas un problème de racisme, c'est un problème de conformisme par rapport aux préjugés du public. C'est ce qui est différent. Ouais, c'est important de le préciser. Ça, c'est du côté de ceux qui font, en l'occurrence dans les médias, ceux qui dressent la ligne éditoriale dont vous évoquiez tout à l'heure. Avant de passer aux questions, Laurence Lascari, je vous redonne la parole sur votre démarche à vous, justement. Et c'est vrai qu'après les émeutes de 2005, il y a eu pas mal d'initiatives de médias, Bondi Blog, et puis votre société de production de l'autre côté du périph' en ce qui concerne le cinéma. Et en lisant votre description, l'un de vos objectifs, c'est de, je cite, « décomplexer les habitants et montrer qu'il est possible de réussir ». Quelle a été votre approche dans vos différentes œuvres, justement pour convaincre les habitants qui parfois sont un peu réfractaires aussi en disant les médias véhiculent toujours telle ou telle image, pour convaincre ces personnes-là, les mères de famille notamment, de témoigner à cœur ouvert dans vos documentaires, courts-métrages, longs-métrages? Alors, il y a deux démarches. Si je peux commencer par la fiction, il y a un genre cinématographique que j'affectionne beaucoup, c'est ce qu'on appelle les feel-good movies. Ce sont des films qui, comme son nom l'indique, qui permettent de se sentir bien. Et je trouve que l'Ascension en est un bel exemple. On est dans une histoire qui est complètement universelle. C'est un jeune homme qui décide d'aller faire quelque chose d'impossible par amour. Donc, en l'occurrence, il s'attaque à l'Everest et il n'a aucune expérience. Donc, sur le papier, ça a l'air très compliqué, voire impossible. Et justement, le film est porteur de tout un tas de messages, de dépassement de soi, etc., incarnés par ce jeune noir de La Courneuve. Et c'est en ça, voilà. Ce film, il invite tout simplement à sortir de la case à laquelle on est censé être assigné. C'est un film qui refuse tout déterminisme, toute fatalité. Et c'est vraiment, je vois dans les films que j'accompagne, il y a un peu toujours ce petit truc, cette petite touche, ce message qui dit qu'on a la capacité aussi de prendre en main notre destin et aller là où on a envie d'aller. Moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et dont je trouve qu'on manque un peu. Alors, les choses ont quand même beaucoup changé, mais je pense vraiment qu'il faut encourager les enfants, qu'il faut encourager les jeunes pour leur dire que c'est à eux de faire leurs projets et de savoir où ils veulent aller et de ne pas, en fait, leur donner la sensation qu'ils portent l'excellence en eux. Ce qu'on ne fait pas, en fait, dans nos écoles, ou pas assez. Moi, je n'ai pas envie de stigmatiser les enseignants parce qu'ils ont des métiers difficiles, mais voilà, moi, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là encore plus et vraiment encourager nos jeunes à révéler tout leur potentiel.
Ça, c'est un message très important à faire passer. Et c'est vrai que dans le film L'Ascension que vous évoquiez tout à l'heure, le fait de choisir un cadre, entre guillemets, banlieue à la Courneuve, hein, si je ne dis pas de bêtises, pour une belle histoire qui est finalement universelle, qui pourrait se dérouler même n'importe où en France, est-ce que ça aussi, c'est une des clés pour changer l'image qu'on peut avoir des quartiers? Oui, moi je suis en recherche de héros justement atypiques. C'est inspiré, donc l'Ascension, c'est inspiré d'une histoire vraie. Il n'est pas de la Courneuve, mais de l'île Saint-Denis, Nadir Dandoun. Mais moi, je suis en quête, voilà, de héros des temps modernes, de héros proches de moi, tout simplement. Tout simplement. Laurence Lascari, Thomas Guénolé, Samira Msiardi, merci en tout cas d'être avec nous. On va passer à la première session de questions parce que je sais que vous devez vous éclipser et ça, vous êtes très occupé notamment avec votre tournage, donc je sais que vous devez vous éclipser, vous et Thomas Guénolé, dans quelques minutes. Donc on va profiter et je vais redonner la parole à Sarah tout de suite pour des questions des internautes qui nous suivent fidèlement. Je vois un peu les messages défiler. Donc Sarah, est-ce qu'il y a des questions qui commencent à tomber? Alors, tout à fait. Laurence, moi, j'ai une question pour vous. Et est-ce que dans la réalisation de tous vos projets, vous gardez cette idée-là de mauvaise représentation des banlieues et de ceux qui les occupent? Et dans ce cas-là, le casting fait partie d'une chose cruciale. Est-ce que c'est quelque chose qu'on réfléchit beaucoup? Est-ce que vous fonctionnez aussi par casting? Attends, là, c'est trop coloré, là, c'est pas assez, là, c'est là, c'est trop urbain, là, c'est trop… Est-ce qu'il y a cette réflexion-là qui est au centre des projets? Et j'ai une question aussi de Kadi qui aimerait savoir si le décor de votre prochain film se passera également en banlieue. Alors, non, le décor de mon prochain film ne se passera pas en banlieue. Ça se passera, enfin, ou alors en très grande banlieue, ça se passera du côté d'Épernay. En fait, puisque le protagoniste dont le film est inspiré est originaire d'Épernay. Donc, il y a des petites images quand même dans une cité. Enfin, il vient d'un milieu populaire, mais justement, c'est pas… il n'est pas, le héros est d'origine maghrébine et il n'est pas à l'endroit où on pourrait penser qu'il serait. C'est-à-dire que, mais bon, j'en dis pas plus, je laisserai les spectateurs le découvrir. Donc non, non, ça se passe pas en banlieue, en résumé. Et puis, donc pour répondre à la première partie de la question, comment on choisit, enfin, est-ce qu'on porte une attention particulière au casting? Oui et non. C'est-à-dire que oui, je porte une attention, enfin avec mon équipe, on porte une attention particulière au casting, mais c'est surtout dans l'idée de travailler autrement, de faire preuve d'ouverture dans la façon dont on va les détecter, les talents, parce que ce qui est sûr, c'est que quand on prend des talents émergents, il n'y en a pas beaucoup qui sont bankable, comme on dit. Donc, je suis avec le directeur de casting avec qui je travaille, qui s'appelle Dez, et que je voudrais saluer, qui est originaire comme moi de Bobigny, by the way. Eh bien, en fait, il a développé tout un savoir-faire, toute une capacité à aller chercher les talents partout où ils sont, y compris dans des endroits atypiques, y compris sur les réseaux sociaux, etc. Et ça donne des résultats. Enfin, à Metsila, c'est vraiment comme ça aussi qu'on l'a trouvé. Et en fait… Et il ne m'a pas encore détecté? Eh bien. Bah, écoutez, il faut encore travailler. Quelques temps, ça va devenir une réalité. Et après, c'est plus dans la manière de défendre ses choix. Ça, c'est un vrai enjeu pour moi parce que l'industrie du cinéma ou de la télévision est quand même assez dure, assez intransigeante. Donc, quand on arrive et qu'on vous dit il n'y a pas de casting, eh bien, il faut argumenter et il faut défendre ses choix. Ou articuler ça de manière un peu intelligente, essayer de prendre des personnes, de mettre des personnes connues aux côtés des gens moins connus, etc. C'est un équilibre à trouver. Merci. Et pour répondre à une autre question qui est tombée à la discussion, oui, il y aura bien un replay qui sera disponible juste après, d'ailleurs, à la fin de cette discussion en direct. Je parle sous le contrôle de Sarah, mais j'imagine que c'est le cas. Donc voilà, on va enchaîner, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, avec une autre partie. Et j'avais une dernière question
pour Laurence Lascari et Thomas Guénolé, puisqu'on va passer à la partie sur comment faire évoluer les mentalités à long terme. On l'a un petit peu évoqué en ce qui concerne le casting. Laurence Lascari, selon vous, dans l'industrie du cinéma plus généralement, il y a eu quelques progrès avec le temps, même si des fois les clichés ont la dent dure. Pour vous, qu'est-ce qui reste à faire plus globalement dans l'industrie du cinéma pour arriver à une meilleure représentation, notamment alors à la fois des quartiers urbains, mais aussi même des habitants tout simplement? Pour moi, c'est faire une révolution dans les lieux de décision, les lieux de pouvoir. Donc, au moins déjà qu'au niveau des pouvoirs publics, on fasse cette révolution au sein de tous les comités de sélection extrêmement vertueux. Oui. On a de la chance par rapport à d'autres pays, d'autres industries cinématographiques. On a beaucoup d'aides, on a un système vertueux, mais qui bénéficie toujours aux mêmes. Donc, il faut qu'on puisse faire cette introspection, faire ce travail et faire en sorte qu'autour de ces tables de décision, il y ait une meilleure représentation de tous les genres, de tous les cinémas, de toutes les populations. Et je pense qu'on arrivera comme ça à davantage faire émerger de nouveaux talents. Et il y a une autre question qui est tombée entre-temps de Sylvain, et je vais la retranscrire de ce pas sur le clavardage en direct, sur la discussion, par rapport au film comique. À quand un film comique, type comédie française, en banlieue, sans cliché, en utilisant la créativité des banlieusards, des brouillards notamment, pour valoriser la banlieue? Qu'en pensez-vous, Laurence Lascari? Voilà. J'ai envie d'être mauvaise langue, mais type comédie française et sans cliché, c'est un peu antinomique, il faut choisir. Je voudrais rebondir là-dessus, éventuellement. Oui, allez-y. Oui. Si on entend par comédie française la comédie française avec un grand C, l'institution, je pense que c'est complètement hors sujet puisque c'est une troupe de théâtre classique, donc non. Si c'est la comédie française au sens les comédies françaises, en fait, soit on est sur les comédies qui existent déjà côté jeunes de banlieue, et dans ce cas-là, le problème c'est les clichés répétés encore, et j'en parlais tout à l'heure. Soit on est sur la comédie française pas de banlieue, et dans ce cas-là, le problème, c'est que l'ambiance générale, c'est que les comédies françaises, et moi, ça m'inquiète un peu, qui font du carton en ce moment, c'est les comédies de type « je ne suis pas raciste, mais… un truc très malsain, qui véhicule des clichés de manière bon enfant, du genre « ah, mais j'ai rien contre toi, c'est juste que je pense que, mais c'est sans méchanceté », et ça donne une horreur comme « qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu », qui est une épouvantable collection de clichés racistes, mais c'est incroyable en fait que ce truc puisse exister. Mais pour répondre à votre question précédente sur qu'est-ce qu'on peut faire, plutôt que de citer des objectifs à atteindre, je voudrais donner des moyens d'y arriver. Il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques par rapport au scénario des films et par rapport au thème abordé. Et donc, qui doit prendre des risques? Les producteurs et, excusez-moi ce mot barbare, les subventionneurs, c'est-à-dire le CNC, les systèmes d'aide, les grands producteurs, de producteurs, etc. Prendre des risques. Sortir de la zone de confort qui consiste à conforter le grand public dans ses préjugés sur les jeunes de banlieue, et donc faire des films sur les banlieues où on sort du truc où on sait que ça va marcher, la rédemption du jeune de banlieue délinquant qui va devenir quelqu'un de fréquentable pour le centre-ville. Ne pas faire ça, faire autre chose. Et donc, les producteurs, je le dis, c'est précisément eux c'est précisément eux le problème en réalité, si on est clair, puisque c'est eux qui ont le pognon. C'est le producteur, ce sont les producteurs en tant que corps professionnel qui doivent prendre des risques, sinon ça ne changera pas. Et on aura encore cette discussion dans 5 ans, dans 10 ans. Et par ailleurs, à mon avis, là-dessus, je rejoins quelqu'un comme Kerry James, dont tout le discours, je suis un fan, dont tout le discours est de dire les jeunes de banlieue doivent se mobiliser eux-mêmes, ils ne doivent pas attendre d'être sauvés. Je pense que il faut vraiment qu'il y ait toute une génération de jeunes de banlieue qui fassent ce qui est déjà fait par une petite minorité d'entre eux, c'est-à-dire se dire « Ah bah je vais essayer de devenir
acteur. Ah bah je vais essayer de devenir réalisateur. Ah bah je vais essayer. Je dis pas que c'est facile d'aller à la Fémis quand on est jeune de banlieue. Hein, je dis pas ça. Je dis juste qu'à force qu'il y en ait qui essayent, ça va finir par se multiplier. Et donc je pense que ça aussi ça peut aider, tout simplement parce que plus il y a de jeunes de banlieue dans la profession, enfin de jeunes de banlieue qui ensuite deviennent des vieux de banlieue, hein, mais et des À un ex. moment donné, on prend de l'âge, ça c'est sûr. Justement, ça rejoint l'intervention ça de paraît Christophe important. Tircy, et qui indique que même s'ils sont de qualité, il y a quand même beaucoup de courts-métrages et premiers films de réalisatrices et réalisateurs de banlieue qui traitent de trafic, cambriolage et autres clichés. Par exemple, le récent de Bas Étage de Yacine Knia ou le prochain Pardon de Youssef Ayaden en avant-première à Ciné Banlieue. N'y a-t-il pas aussi dans nos quartiers une certaine difficulté à s'extraire d'un certain registre? C'était l'idée que vous veniez de développer. C'est ça, oui, moi je le pense vraiment. Hein. Je pense vraiment qu'il y a ce problème-là. Et donc, il ne s'agit pas, si vous voulez, je comprends tout le courant qui consiste à dire bah, le problème, c'est simple, il y a un racisme général dans ce pays et c'est pour ça qu'il y a un problème dans la façon de regarder les jeunes de banlieue, etc. etc. Mais une fois qu'on a dit ça, bah, il y a un fatalisme dans cette façon de poser le problème. Et donc, moi, ce que je préfère avoir comme approche, c'est de souligner que le problème fondamental, c'est le manque de prise de risque des producteurs pour sortir de cette zone de confort, pour proposer au public autre chose. Et ce autre chose, ça peut être quoi? C'est pas forcément des choses qui font, on le sait tous, moins de ventes. Je ne suis pas en train de vous proposer, il faut absolument que dorénavant, sur les banlieues, il n'y ait plus que des films sociaux. Je suis au courant que ça fait moins d'audience. Vous voyez? Pour un réalisateur qui fait des succès énormes comme Ken Loach, la plupart des films sociaux ne se vendent pas. Donc je ne suis pas en train de vous dire ça, mais je suis en train de vous dire que les thèmes soient autre chose que la délinquance, les trafics de drogue, la violence, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait, pour le dire différemment, s'il y a des producteurs qui tombent sur cet échange, si vous posez-vous le problème comme ça, si je veux faire un film dont le lieu est la banlieue, dont les personnages sont la banlieue, mais dont les thèmes sont des trucs que j'aurais jamais fait en banlieue, spontanément, ça va donner quoi? Vous voyez? Et là, ça devient intéressant. À mon avis, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le faire. Parce que sinon vous retombez immédiatement dans ce qui est des automatismes. Donc, si vous voulez faire une comédie de type marivaudage, vous savez, L'amant dans le placard, tous ces trucs-là, qui existent normalement, c'est la moitié de la filmographie de Daniel Auteuil, vous voyez ce que je vous raconte. Bon, ces histoires-là. Si vous le faites en banlieue, ça donne quoi? Vous voyez? Ouais. Il y a des films comme ça, mais il y en a très très peu. Des films d'action, mais des films d'action qui ne soient pas des cambrioleurs. Ça donnerait quoi? Laurence Lascari, par rapport à ce que dit Thomas Guénolé à l'instant, pour poursuivre sur ça, et ce sera ma dernière question avant de vous libérer tous les deux, que vous disent vos confrères producteurs, justement, par rapport un peu à ce serpent qui se mord la queue? Si vous leur dites, bah oui, pourquoi vous ne prenez pas de risque, pour reprendre ce que dit Thomas Guénolé, qu'est-ce qu'ils vous disent, vos confrères producteurs, à ce sujet-là? Je pense que chaque projet constitue un risque parce que c'est vrai qu'il y a des machines un peu, des machines de guerre ou des franchises. Les franchises, c'est quand en gros, on voit qu'il y a un film qui marche et puis on fait le 2, le 3, le 5. Ouais, banlieue 13. Voilà, ben non. Allez, on va balancer. À côté, ben non, puisque banlieue 13, en l'occurrence, il n'y a qu'un épisode. Mais oui, non, il y en a deux. Il a fait banlieue 13 Ultimatum derrière. Ah oui, bon, ben, pardon. C'est encore pire, ils y vont à l'arme nucléaire. Je ne les ai pas vus. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de producteurs indépendants qui prennent les risques justement parce que chaque projet, c'est un prototype et donc il faut convaincre, valoriser. Je pense que le marché est en train de se durcir, donc il va falloir aller vers des propositions qui sortent du lot. Sans ça, ça va être compliqué. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Laurence Lascari, de nous avoir apporté votre éclairage, justement, vous qui êtes à l'intérieur du monde du cinéma, productrice, hein, et notamment à la tête de votre société de l'autre côté du périph'. Bon courage pour votre tournage. On a hâte de voir ce que ça va donner. Vous avez donné quelques petites clés, quelques bribes en tout cas de votre prochain film, mais voilà, on vous souhaite tout le bonheur pour ce tournage et pour la suite, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup également à Thomas Guénolé de nous avoir apporté votre éclairage pendant cette discussion. Nous, on va rester ensemble avec Samira Msirdi et avec Sarah notamment pour la suite des questions. Voilà, vous pouvez vous déconnecter. Faire une photo, Monsieur Karim Baldé?
Est-ce que tu souhaiterais faire une photo? Bah oui, bien sûr, si tu le souhaites. Hein, moi, j'ai fait la photo, j'ai fait la capture d'écran, de Ah, toute façon. super. Ouais, ouais. Enfin, je ne suis pas sûr parce qu'en fait, je le fais en même temps que j'écoute, ce qui n'est pas toujours facile, c'est multiplier en même temps. Mais, Ah, j'ai fait euh, le mais truc oui, en j'ai même fait. temps, je me suis déconnecté du coup. C'est Je ça, suis désolée, je exactement. dois filer. Je vais devoir vous... Bah, je vous en prie, Madame Lascari, Bientôt. on vous dit en tout Merci. cas. Merci À la prochaine. beaucoup. Bonne journée à tous les Au deux. revoir. Bon, bah, je file aussi du coup. Très bien. Allez, Merci beaucoup, Monsieur Merci. Guénolé. à la prochaine, Effectivement. c'est un À très À plaisir. la Au vite. revoir. prochaine. Au Au revoir. revoir. Et nous, on va continuer cette discussion avec Samira Msirdi. D'abord, votre sentiment sur tout ce que vous avez entendu justement par rapport au cinéma et aux médias et à la représentation des banlieues. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette discussion qu'on a? Bah, ça m'a inspiré que c'est une réalité qu'on connaît déjà, qu'on vit, et que bah, malgré les efforts qu'on essaye d'apporter, bah, il y a encore beaucoup de boulot et beaucoup de chemin à parcourir pour pouvoir changer les mentalités et pour pouvoir déconstruire tout ce qui a été transformé et déguisé. Hmm. Alors, je vais vous poser une autre question qui est tombée également. Comment valoriser les parcours valorisants? Vous, en tant que responsable d'association, par exemple, quand vous avez soit une initiative, ce que vous avez dit tout à l'heure, soit une initiative ou bien une personne dans votre cercle, justement, qui a un parcours qui peut être mis en lumière, comment vous faites pour démarcher les médias, notamment, en ce qui me concerne? Ah bah, c'est très compliqué parce que nous, on est une toute petite structure, donc il y a pas, pour avoir le feu des projecteurs sur nous, c'est un peu compliqué. Il faut qu'on aille chercher, il faut qu'on aille ramer. C'est pas, ça se fait pas si facilement que ça. Ensuite, je pense que pour pouvoir aussi changer les choses, donc on parle de valorisation, d'avoir davantage de rôle modèle dans nos quartiers. Je pense qu'aussi comment dire, la diffusion d'informations comme on l'a aujourd'hui, avec des répétitions de choses négatives, néfastes en permanence, je pense que ça n'aide pas du tout et pas beaucoup non plus. Et l'idée de pouvoir aussi mettre en lumière des personnes positives, des personnes de terrain qui font des choses intéressantes, des personnes qui réussissent dans certains domaines, des créateurs d'entreprises, des responsables associatifs, des acteurs du terrain. Je pense que de les mettre davantage en lumière à travers leurs actions, je pense que ce serait beaucoup plus bénéfique que de montrer une voiture qui crame 10 000 fois dans la journée. Et en termes d'action, justement, selon vous, que manque-t-il? Alors, pas forcément votre association, mais j'imagine que vous côtoyez d'autres associations, que ce soit au Blanc-Ménil ou en Seine-Saint-Denis d'une manière générale. Et est-ce qu'elle vous raconte aussi justement cette difficulté à mettre en lumière aux yeux du grand public, à travers les médias forcément, de mettre en lumière ces histoires-là? Bah, c'est-à-dire que nous, on est sur le terrain, donc si vous n'avez pas de community manager, si vous n'avez pas une personne chargée de communication, si vous n'avez pas toute une équipe derrière pour pouvoir attirer les projecteurs sur vos actions et puis à dire, ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche quand on est sur le terrain. On le fait parce qu'il faut le faire, parce qu'on est confronté à une réalité, à une demande et à des attentes. Bon, après, effectivement, si l'actualité fait que on parle de vous, on vous met en avant, c'est un plus pour votre structure, mais on n'est pas structuré de manière à ce que ce soit fait automatiquement. D'ailleurs, vous le voyez bien, ce sont toujours les grosses structures associatives, là on parle d'associations, qui ont tout un staff derrière, qui ont, qui ont cette notoriété, qui ont justement cette visibilité que nous n'avons pas. Mm. Et vous, effectivement, à travers tout un art, mais je sais que précédemment, vous aviez une certaine qui s'appelait Épaté, notamment pour l'insertion professionnelle des artistes du 93. Et le but, c'était justement de leur donner une structure. Alors là, bien sûr, pour se professionnaliser, mais la communication, ça fait partie également de cette structuration, j'imagine, quand vous étiez avec eux dans les démarches pour valoriser leur travail. C'est très compliqué. Alors, tout à l'heure, Laurence en parlait, c'est-à-dire que déjà, le fait d'être issu de la banlieue, c'est compliqué. D'avoir un nom à consonance étrangère, c'est compliqué. Tout est très compliqué. C'est-à-dire qu'on doit lutter 3 fois plus pour pouvoir déjà arriver à un bout de chemin qui soit celui de tout le monde en dehors, en dehors de nos quartiers. Rien n'est simple et encore une fois, il faut des fonds, il faut des financements.
pour pouvoir être équipé, pour pouvoir justement construire et reconstruire une image à travers les actions qu'on peut mener. Et avant de passer à la deuxième salle de questions-réponses qui va permettre de conclure d'ici une vingtaine de minutes cette discussion passionnante sur les clichés et sur comment filmer la banlieue ou les banlieues ou les quartiers urbains, pour reprendre ce que disait Thomas Guénolé tout à l'heure, je voudrais revenir sur votre histoire, ce que vous avez raconté un peu plus tôt dans cette discussion, et sur cette mésaventure avec un média. À la suite de ça, quelles leçons avez-vous tirées finalement dans l'accompagnement du journaliste ou des journalistes qui viendront vous voir à l'avenir? Quelles leçons vous avez tirées de cette mésaventure? De toujours vérifier ce qui va être publié. Voilà. C'est-à-dire de ne pas donner un accord, même tacite, hein, c'est-à-dire spécifier qu'on ne donne pas son accord sur une publication, une diffusion quelconque, sans avoir validé les informations. On peut être déçu sur une retranscription qui n'a peut-être pas été comprise ou voilà, qui peut être déformée. Mais là, plusieurs éléments importants qui ont été très réducteurs, en tous les cas, pour l'action qu'on a menée. D'avoir aussi évoqué le fait qu'on soit suivi, accompagné aussi par Thierry Marx. Du coup, c'était le gros titre de l'article et c'était plus du tout l'action qu'on menait. C'est-à-dire que ça nous met même à mal et en porte-à-faux aussi avec des partenaires. Donc, voilà, l'information n'était pas une bonne information et toutes les informations communiquées n'étaient pas les bonnes en tous les cas. Et c'est vrai que du point de vue, alors là, je quitte mon rôle de modérateur pour parler du point de vue de journaliste que je peux avoir et je comprends tout à fait ce que vous dites justement parce qu'on voit que ça peut arriver. Moi, je conseille souvent aux personnes qui se font interviewer voilà, de bien marteler les messages, quitte à marteler peu de messages, mais des messages suffisamment puissants pour qu'on retienne que ça. Parce que c'est vrai que finalement, en fin de compte, le journaliste aura sa propre plume et c'est lui qui écrira l'article ou qui fera le reportage, que ce soit à la radio ou télévision. Hein. Pardon ? C'est lui qui tient le stylo. Exactement, c'est lui qui tient le stylo. Et ça, c'est vrai qu'en tant que personne responsable d'association, on n'a pas le contrôle sur ça, sur le produit final. Et forcément, comme il n'y a pas forcément de retour avant la publication, parfois, il peut y avoir des mauvaises surprises, soit liées à des incompréhensions, soit liées à des clichés qui ont la vie dure dans l'esprit et qui se perpétuent à travers l'écrit ou à travers le reportage radio ou télé. En tout cas, c'est intéressant de vous avoir aujourd'hui avec nous pour avoir justement ce retour de terrain. Sarah, je me tourne vers toi maintenant pour faire un petit peu le bilan de cette heure et demie quasiment, parce que le temps passe vite, de cette conférence. En quelques mots, qu'est-ce que toi, Sarah, tu retiens justement des échanges qu'on a pu avoir, que ce soit avec Laurence Lascari, bien sûr, mais aussi avec Thomas Guénolé et donc avec Samira Msardi. Alors, merci Karim. Sur cette nouvelle édition du déjeuner Zoom, j'ai vraiment apprécié en fait la variété des personnes autour de cette table ronde parce que pour moi, Samira, c'est vraiment une experte terrain, une personne qui sait cerner les gens, qui sait travailler avec les gens et qui sait impliquer les publics dans les projets. Laurence, c'était quelqu'un que je suivais de très loin et dont j'admirais le travail parce que quand on est originaire de banlieue, on a aussi cette frustration-là, cette souffrance de dire mais on parle de moi, mais je ne me reconnais pas là-dedans, en fait. Et de voir de l'autre côté du périph' sortir de si beaux projets, ben ça revalorise, ça donne de l'envie et ça porte. Et enfin, Thomas Guénolé, pour moi, qui ait fait un cursus en sciences politiques, pour moi, c'est une sorte de référence. C'est quelqu'un dont j'ai utilisé les travaux quand j'étudiais les violences urbaines notamment. Et c'est vrai que c'est marrant d'avoir des points de vue très tranchés dans le cas de M. Guénolé et sa longue filmographie. C'est vrai qu'il a été dans le détail pour le coup. Oui, c'est ça. Et d'avoir une autre personne qui a les moins mains dans le cambouis et qui est aussi traversée par la réalité de son activité et aussi la mission qu'elle s'est donnée en se lançant dans cette activité. Donc pour moi, je suis hyper ravie que ça ait pu aussi déclencher des interventions de la part du public et c'est notre engagement chez Samara. L'idée, c'est de contribuer à chaque moment par n'importe quel moyen
Aujourd'hui, c'est un moyen intellectuel, mais des fois, c'est par la restauration, des fois, c'est par la livraison de produits ou autre, ou du bien-être. Mais aujourd'hui, ce moyen-là, c'est de permettre aux gens de dépasser les fantasmes et de s'interroger surtout. On ne prend jamais le temps de se poser, de se remettre en question, mais j'aime, je vis et j'évolue en Seine-Saint-Denis et j'ai à cœur de partager ça avec tous ceux qui nous entourent. Eh ben, c'est un beau message en tout cas, Sarah Ouattara. Merci pour l'organisation également de cette table ronde. Qui repose sur tes talents de journaliste, de passeur de plat, de chef d'orchestre. Donc encore une fois, merci de ton implication dans ce déjeuner, Pas de dans souci, cette conférence. Ah bah c'est un plaisir et en tout cas on remercie également Odis parce que je ne l'ai pas mentionné au début de la retransmission et je sais que c'est très important, donc voilà, il faut remercier également Odis qui est donc l'espace de coworking basé à Aubervilliers tout près de Front Populaire et qui nous héberge, qui nous accueille tout au long de l'année et plus particulièrement ce matin pour cette table ronde dont le thème était comment filmer la banlieue entre fantasme et réalité. Merci beaucoup Sarah Ouattara, merci beaucoup Samira Msirdi d'avoir été avec nous. Merci Sarah pour l'invitation et puis on continue. On et on espère vous suivre également dans vos projets avec votre association Tout un art. Avec plaisir, merci beaucoup. Si je me permets, juste pour conclure, c'est vrai, il a raison parce que j'ai prévu de m'inscrire et de participer à cette table ronde-là. Le 9 novembre prochain, il y a le département de la Seine-Saint-Denis qui lance un observatoire sur les discriminations et l'égalité. Et il y a une table ronde qui sera consacrée à un thème qui nous est donc proche, la fabrique de l'actualité, le rôle des médias dans la diffusion des stéréotypes et face aux discriminations. Donc, j'encourage vivement ceux qui ont participé aujourd'hui à s'inscrire via le lien qui est en discussion à cette table ronde. Ah oui, c'est pile poil de notre thème, justement. Ah oui. Et donc, c'est mardi prochain. Ça se déroulera en ligne, Sarah ? En physique. En physique en physique et via le lien, je pense qu'on peut s'inscrire. D'accord, très bien. Eh bien, c'est noté. Merci. Encore le lien, mais il y aura aussi une diffusion en ligne, si tu veux, a priori. Et ben voilà, la précision est donnée. Merci Christophe, merci pour cette précision et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement pour de prochains débats et en attendant, vous pouvez retrouver celui-ci en intégralité sur le Facebook de Samara Facilities. Mon nom est Karim Baldé. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. Au revoir.